Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Live Stories. Et aujourd'hui, on va continuer notre série sur les événements responsables. Alors, on a déjà parlé de lieux éco-responsables, on a déjà parlé de transport à impact limité. Donc, on va aller encore plus loin aujourd'hui dans cette thématique de l'impact carbone de nos événements. Et pour ce faire, j'ai invité Béatrice Istam. Bonjour Béatrice. Bonjour Agathe. Alors Béatrice, tu es la fondatrice de Green Événements. Tu milites depuis 2009 et tu agis, c'est surtout ça qui est important, pour transformer la filière événementielle. Et tu as sorti également, il y a peu de temps, un calculateur carbone pour justement accompagner la filière événementielle dans cette transformation. Donc déjà, j'aimerais savoir, est-ce que tu es contente de voir qu'il y a des vraies actions qui sont en train d'être mises en place et qui sont actionnables pour notre filière ? Je vais commencer par un grand oui. Effectivement, ça fait bientôt 14 ans que Green Événements existe. Ça fait 14 ans qu'on est aux côtés des professionnels de la filière pour les accompagner dans cette transformation maintenant qu'on voit tous qui est absolument nécessaire. Et de voir que ces sujets, ils ont pris un petit peu de temps, hein, on peut le dire, pendant quelques années. On ne va pas se mentir, c'était quand même vraiment les précurseurs qui avançait sur ces sujets de manière assez étonnante et remarquable. On est dans une filière où finalement c'est les prestataires qui ont bougé avant même que les demandes soient fortes. Donc aujourd'hui, les prestataires, les solutions sont là. Et ce qu'on voit depuis quelques années, avec une petite pause peut-être pendant le Covid, mais en tout cas qui a bien reparti depuis, c'est que les donneurs d'ordre sont au rendez-vous. Et donc là, il y a vraiment un mouvement transformateur très fort qui arrive. Donc bien sûr, on s'en réjouit. C'est une excellente nouvelle pour déjà la planète. Oui. Et c'est aussi une excellente nouvelle pour les professionnels, vu que nous sommes absolument convaincus que l'avenir de notre filière économique aussi, il passe par cette transformation. Donc oui. Très bien. Alors du coup, qu'est-ce que tu fais avec Green Événements concrètement ? Puisque tu me disais que vous accompagnez les acteurs de la filière. Qu'est-ce que vous faites justement pour aider cette transformation ? Alors on fait plusieurs choses. Déjà, on va peut-être commencer par là. On est organisme de formation. Donc on a formé des milliers de personnes depuis bientôt 14 ans pour que les gens comprennent sur le fond de quoi on parle, puisque c'est des sujets qui nous concernent en tant que filière, mais c'est aussi des sujets beaucoup plus larges qui nous touchent en tant qu'humains, qui sont des sujets scientifiques. Qui sont des sujets vastes, puisqu'on parle d'impact sur l'environnement avec des informations scientifiques. Encore récemment, un rapport du GIEC qui sort, qui nous parle de plein de choses très concrètes, qui sont aussi des sujets d'impact social, d'impact sociétaux, donc qui vont toucher d'autres ressorts de ce qui nous touche, de ce qui nous concerne et comment agir. Donc c'est vraiment important de comprendre le périmètre en fait, de ce que c'est qu'un engagement RSE. Et puis ensuite de comprendre quels sont les leviers actionnables dans son univers de travail, donc dans l'univers professionnel de la rencontre. Donc la première chose, c'est la formation et c'est vraiment important. On a vraiment ça à cœur, on fait tout le temps évoluer nos outils. Le Covid nous a aussi permis d'accélérer sur tout ce qui était formation à distance, qui nous permet de toucher des publics aussi qu'on ne pouvait pas forcément toucher avant. De plus en plus, on gamifie nos formations, donc on fait beaucoup de partenariats là-dessus pour rendre les choses concrètes et en adéquation avec aussi les demandes des gens qui sont de plus en plus demandeurs et qui ont envie de choses concrètes. Donc la formation, on a toute une activité conseil. Donc là, c'est prendre dans la main, quel que soit votre niveau de départ, les professionnels. Donc les professionnels, ça peut être des organisateurs, ça peut être des lieux, ça peut être des prestataires. D'accord. Et là, on les accompagne vers des dimensions très spécifiques, des certifications, enfin tout ce qui peut leur permettre d'avancer. Et puis, depuis en gros la période du Covid, on a décidé aussi d'être éditeur de solutions, toujours pour aider les professionnels à vraiment rentrer dans l'action et être à leur côté. Donc, on se positionne comme un cabinet de conseil, effectivement, ce qu'on est depuis un petit moment, mais pas seulement. On se présente aussi un petit peu comme une cellule R&D, parce que certes, on répond aux besoins qu'on vient de nous exprimer, mais on essaie aussi d'éclairer et de dire, voilà, aujourd'hui, ce qu'il faut faire, mais attention, demain, les changements, ils vont dans ce sens-là. Attention, les donneurs d'ordre, ils vont vous solliciter là-dessus. Et donc, on est aussi force de proposition. C'est ça, conseiller et agir. Exactement. Offrir les capacités, parce que c'est ça qui manquait pendant un certain temps, c'est qu'effectivement, les outils n'étaient pas forcément là, les prestataires n'étaient pas forcément prêts. Donc aujourd'hui, tout ça a bien changé. Si on devait justement, pour
tous ceux qui nous écoutent, qui ont envie de passer à l'action, c'est quoi les premières actions? Parce que la filière se transforme, on voit beaucoup de choses qui sont faites, vraiment. C'est quoi les premières actions qu'un organisateur peut mettre en place justement pour aller dans ce sens-là? Donc il y a les organisateurs, il y a les prestataires. Je dirais ce qui est commun à tout le monde, c'est se former. Ça, de toute façon, voilà, sinon on avance, on ne sait pas vraiment comment. Oui. Donc, il faut commencer par comprendre de quoi il s'agit. Donc, nous, on a des formations sur étagère. On peut faire aussi des choses spécifiques pour s'adapter au niveau de tout un chacun. Donc, ça, c'est valable pour tout le monde. Ensuite, clairement, pour on va dire la chaîne de prestation, il y a une norme qui existe pour la filière, qui est la norme ISO 20121, auquel nous, on a contribué au sein de comité AFNOR pour l'écriture. Donc, elle est sortie en 2012, qui là est en révision en ce moment, on contribue aussi à ces travaux. Ça devient un petit peu un must pour être un prestataire qui est identifié comme un prestataire qui comprend ses enjeux, qui met en place des plans d'action, qui forme ses collaborateurs, qui est dans l'amélioration continue. Donc là, j'encourage quand même les gens qui veulent être identifiés et qui veulent structurer leur démarche à se pencher sur le sujet de l'ISO 20121, sachant que c'est une norme qui est faite pour la filière, qui est reconnue à l'international et qui s'adapte à tout type de structure. Donc qu'on soit un dans sa boîte, et on accompagne des boîtes où il y a une personne, voilà, ou qu'on soit 500, ça fonctionne et on peut l'adapter en fait à toutes les configurations. Donc ça, je dirais pour les lieux, les prestataires, c'est une bonne manière de donner un cadre, une vision, de commencer à établir un plan d'action. Et ce qu'on voit, le troisième point qui est vraiment aujourd'hui central et qui est actionné, c'est tout le sujet des achats responsables. C'est-à-dire qu'il faut challenger vos fournisseurs, vos prestataires, quel que soit votre niveau dans la chaîne de valeur. N'ayez pas peur, ils sont prêts. La plupart seront ravis que vous leur posiez des questions. Ils ont préparé des choses. Et faire des achats responsables, c'est pas juste demander vous êtes RSE ou pas. C'est être en capacité de poser des questions de plus en plus précises, d'attendre des engagements et de les mesurer. C'est tout ça, hein, des achats responsables. C'est poser la question, mais c'est aussi vérifier contrôler que ça fonctionne. Donc pour moi aujourd'hui, c'est voilà, c'est les trois sujets, les trois approches méthodo en fait pour avancer. Les plus prégnantes par rapport à ce qu'on peut mettre en place. Et il y a aussi, parce que c'est souvent la problématique qu'on rencontre, alors c'est pas vraiment une problématique, mais on a pas mal de retours de grandes entreprises qui aujourd'hui dans leur brief intègrent cette question de la RSE, attendent qu'en phase 2 ils aient des parties prenantes qui soient capables de montrer une certification, un label, de montrer leur engagement. Je crois que justement, vous avez participé à cette question-là puisque vous avez travaillé sur un label. Effectivement. On va dire qu'au bout de cette méthodologie, donc une fois qu'on s'est formé, qu'on a mis en place une structure, tout ça, c'est pour faire quoi ? Voilà, parce qu'on peut s'améliorer de manière continue, indéfiniment, et puis finalement, à la fin, produire des événements. On ne va pas parler des actualités, d'événements certifiés ISO qui n'ont pas délivré toutes les promesses, mais ça existe. Et donc, fort de ces 14 ans d'expérience, on s'est dit, c'est quoi, au final, les ambitions, les résultats à atteindre pour pouvoir sereinement se qualifier, se prétendre un événement, un produit fini événementiel dans l'excellence durable. Et en gros, il y a 3 sujets qui sont absolument prégnants aujourd'hui et sur lesquels on ne peut pas déroger pour clamer l'excellence. C'est le sujet de l'économie circulaire et des déchets. Donc aujourd'hui, on doit pouvoir atteindre le 0 déchet sur un événement et on le fait en accompagnant plein de clients qui font des choses extraordinaires. Donc, le 0 déchet. Le deuxième sujet, et on va y revenir, c'est le sujet, bien sûr, du carbone. Tout à fait. Donc, avec une grande appellation, zéro net carbone, on parle de neutralité. Il faut faire attention à tous ces termes aujourd'hui qui sont maintenant d'ailleurs inscrits dans la loi. Donc, on ne peut plus dire tout et n'importe quoi. Mais en tout cas, le sujet de rentrer dans une trajectoire où on diminue ses émissions carbone, c'est fondamental. Et le troisième sujet, c'est le sujet de l'impact social. Oui. Donc l'impact social dans l'événementiel, si on veut faire ressortir 2-3 thématiques, c'est les sujets d'accessibilité, les sujets d'inclusion. On est une filière extraordinaire pour ramener des gens à l'emploi, des gens qui sont éloignés. Et il y a énormément d'initiatives incroyables et qu'on adore partager, et de solutions pour les organisateurs qui souhaitent on n'en parle pas assez, d'ailleurs. s'engager là-dedans. On n'en parle pas assez.
Et là, on est en train de faire un travail incroyable, nous, d'identification de toutes ces structures qui font vraiment un chouette boulot, on peut le dire, et qui rendent extrêmement fiers les organisateurs qui les déploient aussi et leurs équipes. Donc ça, effectivement, c'est un point important. Et puis les sujets de parité, puisqu'on a une filière qui montre l'exemple physiquement. C'est quand même un petit peu le point de départ de tout ça. Et donc, montrer que sur des professions visibles, qui peuvent être traditionnellement genrées, sur les prises de parole, on peut faire des choses intéressantes en mixant les genres. Donc voilà, donc c'est les 3 sujets, les déchets, le carbone et l'impact social. Et donc, pour rendre ces sujets tangibles et opposables, on a travaillé avec une entreprise de certification, la plus grosse au monde, qui s'appelle SGS, pour créer un label avec des objectifs, des indicateurs et des éléments tangibles que l'on peut apporter au certificateur pour montrer qu'on atteint ces 3 objectifs. D'accord. Donc ça, c'est un label qui s'appelle LEAD, L-E-A-D, label pour des événements à ambition durable, qui est déployé depuis maintenant un peu plus d'1 an. C'est ça, oui. Voilà, déjà, qu'on a bêta-testé au départ avec pas mal de grands annonceurs, d'agences, etc. Et qui fonctionne hyper bien parce qu'aujourd'hui, les gens ont besoin de démontrer qu'ils font des choses et qu'ils atteignent des résultats. Donc, il fonctionne bien pour ça. Il fonctionne bien aussi parce que ça crée une émulation au niveau des équipes dont on a besoin, dont les donneurs d'ordre ont besoin, dont les annonceurs ont besoin. Ouais. Parce qu'avoir une guidelines avec des petits pas, ça peut fatiguer tout le monde. Voilà, c'est pas forcément simple à suivre. Alors que là, on part finalement de l'ambition. Qui aujourd'hui ne rêve pas d'événements absolument propres, sans déchets, d'événements sur une trajectoire bas carbone, d'événements inclusifs, ça n'existe pas. Et donc partir finalement de cette promesse, et puis à partir de la promesse, dérouler des plans d'action, c'est beaucoup plus attrayant, motivant pour Oui, c'est un côté très concret de donner une valeur et un cadre. Je pense que c'est ça un peu effectivement de se dire pourquoi en fait on voudrait faire labelliser un événement. C'est que ça serait quoi la motivation qui ferait qu'une équipe va s'engager dans une labellisation d'événements comme ça avec LEAD? Déjà, je pense que tout le monde a envie de dire concrètement, tout le monde, on fait de la RSE, on s'engage, voilà. Mais là, on peut dire concrètement, voilà ce que ça m'a permis de faire. Ça permet d'être extrêmement fier et aussi ça permet de ne pas s'égarer sur des sujets d'amélioration, mais finalement sans impact. C'est-à-dire que l'impact est au centre de toute la réflexion. Et à partir de là, on détricote les méthodes, les achats, l'intégration des publics, mais c'est vraiment cette ambition positive en fait, versus j'essaie de faire mieux, de gérer où je place mes poubelles, voilà. On part de cette ambition. Et du coup, ça permet non seulement à des gens qui sont quasiment prêts de dire pour mon prochain événement, je vise LEAD. Donc, on a des agences aujourd'hui qui s'en servent pour répondre à des briefs. C'est aussi une manière d'entraîner leurs clients. On a de plus en plus d'annonceurs qui l'intègrent dans leur brief. Et puis, on a des choses un petit peu intermédiaires où il y a des gens qui disent « J'ai conscience que cette excellence durable, je ne vais pas l'atteindre sur mon événement dans 3 mois pour X et Y raison. » Donc, on va commencer par faire un audit pour dire quel est mon baromètre sur LEAD. Et après, sur l'année prochaine, je vais entraîner mes équipes en disant on en est là, selon les sujets. Et on va travailler pour aller chercher une médaille qui sera de bronze, d'argent ou d'or. Mais en tout cas, c'est un vrai élément de motivation. Et puis peut-être dernier point sur LEAD, ce qui est très chouette, c'est que aujourd'hui, on a des partenaires comme des lieux qui s'emparent du sujet. Donc je prends l'exemple de Châteauforme qui en a beaucoup parlé, mais il y en a un certain nombre d'autres. Je les laisserai communiquer dessus, qui en fait mettent en place tout ce qu'il faut pour que leurs clients organisateurs, s'ils le souhaitent, puissent atteindre LEAD. D'accord. Voilà. Et donc, en fait, ils cochent déjà un certain nombre de cases et le client arrive et il a tout en place pour déclencher assez facilement une labellisation. Un peu pré-mâché. Exactement. Préparé. Voilà. Et c'est chouette. C'est beau, de voir des acteurs de la filière qui s'emparent de ces sujets. Mais je trouve que c'est effectivement la question d'évaluer. C'est un peu ça, et c'est aussi le principe de ces labels, c'est de pouvoir savoir un peu d'où on part et
où on aimerait aller. Je trouve que sur la partie déchets, c'est, on va dire, entre guillemets, assez facile. C'est-à-dire qu'à la fin de son événement, on voit si on a rempli moins de bennes. On peut voir effectivement que son décor est reparti avec une entreprise qui est venue le récupérer. Donc, il y a eu du réemploi. Donc ça, visuellement, ça va. On arrive à se rendre compte du travail qu'on a fait. Le deuxième élément dont tu parlais, c'est l'impact carbone. Pour le coup, celui-là est un peu plus compliqué parce qu'il y a un côté très abstrait. Donc justement, comment on fait sur cette partie carbone pour arriver à se dire je sais d'où je pars et je sais où je vais? Alors sur le sujet concret, c'est en train de devenir concret d'une manière assez évidente. C'est que aujourd'hui, la loi, la science font que de toute façon, c'est un sujet qui devient, voire est dans pas mal de cas déjà, obligatoire en termes d'intérêt et de montrer des preuves. Oui. Donc ça, c'est quelque chose qui devient extrêmement tangible d'un point de vue, il faut y arriver. Après, effectivement, la situation était encore il y a 2 ans, c'est qu'une fois qu'on a cette conscience, on se dit très bien, mais concrètement, voilà, les déchets, je peux les voir là, comment je sais en fait comment je compte les particules carbone que je fais. Voilà. Et c'était exactement le point de départ en fait de notre réflexion chez Green Événements, ce qui fait qu'on est aussi devenu éditeur. C'est parce qu'on avait pas mal de clients qui étaient un petit peu précurseurs en 2019 quand même, parce que c'était pas encore généralisé, qui sentaient que ça venait, qui avaient besoin d'outils concrets, puisque avant de parler d'action, si on ne sait pas de quoi on parle, c'est un petit peu difficile, et puis aussi de démontrer qu'on s'améliore. Et donc, on a fait un benchmark, une étude pour voir ce qui existait déjà comme outil pour faire ce boulot-là. Et il n'y en avait pas. Il y avait des outils généralistes, mais quand on rentre dans le carbone, si on veut être un peu concret, il faut quand même parler aux gens qui sont opérationnels, qui sont sur le terrain, et des outils généralistes qui parlent de tout et pas forcément d'événements, ça ne fonctionne pas. Oui, on a quand même quelques spécificités dans ce qu'on fait. Donc ouais. On a des spécificités, il y a aussi des choses qui ne sont pas dans le scope. On sait très bien aussi, pour reparler de formation, que tout ce temps qu'on est, on n'a pas une formation carbone pendant nos études. Non. À l'époque, on n'en parlait pas. Voilà, on n'en parlait pas du tout. Et donc, en fait, il y avait besoin de traduire, finalement, ces grands outils de bilan carbone pour la filière. D'accord. Et quand je dis pour la filière, ça veut dire pour des chefs de projet événementiels. Enfin, les gens qui sont concrètement en train de choisir s'ils mettent tel ou tel meuble, comment ils fournir à leurs participants, etc. Donc, c'est tout ce qu'on a travaillé en 2019, 20, 21 pour créer un outil qui s'appelle Climate. Climate et Meet, la rencontre. Voilà. Donc, c'est vraiment la rencontre des deux. C'est un outil qui n'a aucune autre vocation que d'être à la disposition des professionnels de la filière. D'accord. Et donc, qui a servi à traduire ces sujets pas forcément simples en quelque chose de très, très, très concret. Le parti pris, c'était ça, c'est que n'importe quel chef de projet qui connaît son métier peut utiliser Climate, non seulement pour connaître ces émissions, ce qui est sympa de connaître, mais surtout, ce qui est plus intéressant, pour gérer, piloter son projet en fonction de ça. Donc c'est vraiment un outil didactique qui permet, au fur et à mesure qu'on organise son événement, de faire des choix, de comprendre où sont les impacts, d'imaginer d'autres solutions. Alors du coup, c'est quoi, quand on calcule son impact carbone, qu'est-ce qui rentre en compte en fait? Parce qu'il y a beaucoup de choses a priori. Alors, il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. Ce qui est important de dire, ce qui n'est pas forcément partagé à la base, c'est que ce qu'on cherche à faire quand on fait un bilan carbone, ce n'est pas un bilan comptable. Donc, ce n'est pas uniquement ce dont on est responsable. C'est tout, finalement, ce qu'on peut influer ou ce qui va avoir un lien de dépendance avec l'organisation d'événements. D'accord. Donc, les sujets qu'on va prendre en compte, en fait, ils sont communs, que l'on en ait la responsabilité ou non. Par exemple, je fais un séminaire, j'organise le transport de mes participants, le transport est inclus dans le bilan carbone. Je fais un événement grand public, je ne suis absolument pas responsable de comment les gens viennent, c'est pas moi qui book leur train, s'ils viennent à pied, etc. Le transport fait quand même partie du bilan carbone. On n'aura pas le même niveau d'influence, mais par contre, il faut comptabiliser l'ensemble, puisque vraiment ce qu'il faut avoir en tête, et on passe nos journées à le répéter, le but n'est pas de savoir ce qu'on est responsable ou pas. Le but du bilan carbone, c'est de travailler à une trajectoire de réduction. Et donc, même si on n'est pas 100% responsable des transports, sans doute qu'on peut avoir, à la marge ou pas, selon les événements, de l'influence
pour rentrer dans une réduction globale, finalement, qui touche le périmètre de l'événement. Donc, c'est le transport, c'est l'aménagement, c'est la restauration, c'est les cadeaux qu'on peut donner ou pas. Voilà, tout ce qui... l'hébergement, voilà, tout ce qui va finalement être lié, qui est des liens de dépendance avec les... D'accord. Et ce qui est intéressant, ce que j'ai vu aussi sur Climate, c'est que vous intégrez potentiellement des éléments carbone qui peuvent être fournis par certains prestataires, comme par exemple les traiteurs, qui peuvent, eux, calculer leur bilan carbone. Et donc, on peut, en tant qu'agence, le récupérer dans son propre calcul d'événement. Exactement. Donc, on a travaillé, alors déjà sur, donc aujourd'hui, Climate est en ligne, c'est climate.events. Donc, c'est un outil qui est le point d'entrée, c'est les organisateurs d'événements qui vont se saisir de l'outil. Pour arriver à la version qui est aujourd'hui en ligne depuis novembre, on a fait beaucoup d'allers-retours avec des organisateurs. Donc, on avait une première version au départ qui était un fichier Excel pour le Festival de Cannes, donc sur laquelle on a travaillé avec notre partenaire South Pole. Et ensuite, on a mis ce fichier dans les mains de plein d'organisateurs avec des typologies d'événements différents, donc des chefs de projet qu'on n'avait pas formés au carbone. Et on a pris en compte leur retour pour le faire évoluer. Donc, il y a une première version qui était en ligne en janvier 2021. Les événements partenaires de la présidence française de l'Union européenne ont dû rentrer leurs données dans Climate. L'ADEME, sur les événements internes, a aussi utilisé Climate. Donc, ça fait beaucoup de retours là aussi. Et donc, on a une version aboutie en ligne depuis novembre. Donc, ça, c'est la vue organisateur. L'organisateur, il y a des informations qu'il a et il y en a d'autres qu'il n'a pas. Climate permet, quel que soit le niveau d'information qu'on a, d'arriver à une projection. D'accord. C'est-à-dire que Climate permet soit de rentrer, on va dire, des données budgétaires. Par exemple, je sais quel est mon budget d'aménagement sur mon événement, mais je ne sais pas, ou pas encore, très concrètement, quels vont être les éléments d'aménagement. Je peux rentrer mon budget et avoir une projection. D'accord. Il y a des informations un peu globales qui sont prises en compte et après qu'on va pouvoir spécifier. C'est ça. L'idée, c'est d'inclure tout le monde dans cette démarche. C'est une démarche d'amélioration. Quand vous allez vous habituer à Climate, vous allez avoir des données de plus en plus précises, des données physiques, des données matières. Mais pour autant, même si vous n'avez pas ça, demain, vous pouvez aller sur Climate et avoir une projection qui va être moins précise, mais qui vous permettra quand même de rentrer dans la logique. Donc, ça s'adresse à des organisateurs très avancés sur les sujets carbone ou dans la maîtrise de leur chaîne d'approvisionnement, et des organisateurs qui sont un petit peu plus débutants, mais qui vont au fur et à mesure s'améliorer. Et pour le sujet, effectivement, de certaines données, et notamment, on a remarqué sur la partie traiteur et sur la partie stand, qui est un gros sujet. Aujourd'hui, on travaille avec des organisateurs de salons qui ont la maîtrise de leurs données pour ce qui concerne leur périmètre, qui ne l'ont pas ou moins pour ce qui concerne les stands. On s'est rendu compte qu'il était utile de créer des modules qui pourraient être remplis directement par les prestataires. Et donc là, on a mené des groupes de travail, toujours avec des professionnels. C'est vraiment ça, c'est du test and learn. C'est les pros qui sont à la manette pour créer ces modules traiteurs et standistes qui vont bientôt être mis en ligne. D'accord, donc ça continue d'évoluer. Ça continue d'évoluer et voilà, il y a... Sur les évolutions, donc il y a ces deux modules là qui vont arriver bientôt. Et il y a aussi, on a à cœur toujours de faciliter la vie de ceux qui remplissent le bilan carbone. Bien sûr, ce qui prend du temps, donc quand on a les données, les mettre dans Climate, ça prend 10 minutes. Le sujet, c'est la récupération de la donnée. Voilà. Et en accompagnant nos clients, on se rend compte qu'il y a souvent de la double saisie, bien sûr. Mes données de fret sur un gros salon, finalement, il se trouve que parfois le parc les a. Donc, on est en train de créer des connecteurs pour faire en sorte que les organisateurs puissent passer leur temps sur ce qui est important, c'est-à-dire comprendre, analyser, trouver des nouvelles solutions, mais pas faire remonter de la donnée. Affiner le calcul au maximum. Ce qui est intéressant aussi sur votre outil, c'est que vous prenez en compte la partie digitale, ce qui n'était pas forcément le cas sur les autres calculateurs qui existaient. Comment justement donc, cette partie digitale, elle peut être sur de l'événement présentiel uniquement sur la partie invitation, et puis après sur du full virtuel ou alors de l'hybride. Qu'est-ce qu'on prend en compte justement quand on doit calculer l'impact carbone d'une partie digitale ?
Alors ça, c'était un gros morceau qui était passionnant parce qu'effectivement, ça n'existait pas du tout. C'est ça. On est parti d'une feuille blanche, ça n'existait pas, il n'y avait aucun calculateur qui calculait l'impact digital des événements. Or, on sait que ce n'est pas du tout une partie négligeable. Pour les événements, bien sûr, virtuels, digitaux, mais aussi pour les événements physiques. Aujourd'hui, il n'y a pas un événement physique. Alors, il y a toujours effectivement les phases amont liées à la communication digitale qui sont prises en compte dans l'outil, quelle que soit la typologie d'événement. Mais sur un événement physique, aujourd'hui, c'est rare qu'il n'y ait pas de live stream, je sais pas, des écrans divers et variés au minimum, d'interaction avec le public. Et puis, dans les deux cas, il y a aussi la vie après l'événement. Où on peut diffuser du contenu, par exemple, et tout ça, ça a un impact. Et donc, Climate permet de prendre en compte l'ensemble en fait, de ces sujets aval, pendant et après l'événement. Et donc là, c'est des questions qu'on a pas mal fait évoluer. Parce que dans une première version, c'était un petit peu trop technique et puis les gens n'avaient pas l'information. Donc, on s'est adapté. Aujourd'hui, ça va être du nombre de vues, de la qualité, de la grosseur des fichiers. Et là aussi, soit on rentre des informations très macro, soit après, quand on est habitué aux questions de Climate, on peut, dès le départ, se poser les questions puis mettre des choses plus précises. Et plus c'est précis, plus c'est pilotable. Et donc, plus on peut travailler sur sa réduction. En fait, si on reprend un peu les étapes, la première étape, c'est évaluer pour savoir d'où on part. Et puis, deuxième étape, c'est réduire. Et puis après, il va y avoir compenser. Mais d'abord, on va réduire. Qu'est-ce qu'on fait pour réduire l'impact carbone d'un événement ? Alors là, c'est toujours forcément spécifique et c'est la beauté de la mesure. Parce que si ce n'est pas spécifique, c'est-à-dire qu'on n'a pas regardé ce qu'on avait mesuré. On va dire qu'il y a deux grands champs. La première chose, c'est un petit peu la loi de Pareto, les 80-20. Donc, regardez là où sont les gros impacts. Bien sûr, ça peut être un petit peu frustrant parce qu'on sait bien que le transport est toujours une grosse partie de l'impact. Pour autant, ce qu'il faut comprendre, c'est l'objectif, il faut aussi avoir des objectifs, on va dire, un petit peu scientifiques et raisonnables. C'est-à-dire qu'on ne cherche pas à passer de 100 à 0. On cherche à rentrer dans une trajectoire de réduction. Les accords de Paris nous demandent de diminuer de 5% par an l'impact carbone d'un point de vue global. On peut s'appliquer ça sur des événements, ou même si c'est 10 ou 15, on y arrive. Oui, c'est faisable. C'est tout à fait faisable. Et quand on se donne ça comme objectif, déjà, on est un petit peu moins paralysé. Donc, il y a voir où sont les plus gros impacts. Et ensuite, le deuxième levier, c'est de voir là où les impacts sont le plus actionnables. Parce qu'il y a des sujets sur lesquels on peut avoir une maîtrise un peu les quick wins, très rapide. Autant si on n'a pas en maîtrise le transport, peut-être qu'il ne faut pas passer non plus des années à essayer de chercher des solutions, sur une partie en tout cas. Autant, par exemple, si c'est moi qui restaure mes participants, là tout de suite en changeant ce que je propose à manger, je peux avoir un impact qui va diminuer de 50% mon impact carbone. Voilà. Donc, c'est les gros postes et les postes sur lesquels j'ai des actions immédiates et efficaces. D'accord, donc d'analyser globalement son événement et de se dire, mais dès la conception, c'est pas à la fin, on se dit comment je réduis, c'est dès le départ. Donc, une fois qu'on a évalué, réduit, reste potentiellement à compenser. Alors, cette question de la compensation, elle est quand même assez compliquée parce que c'est souvent là qu'on voit un peu de greenwashing en disant, si, tout le monde a pris l'avion, mais on a compensé. Donc, on est d'accord que ce n'est pas ça l'objectif. Si je comprends bien, c'est quand même de réduire dans un premier temps. Donc, cette compensation, elle intervient à quel moment, en fait ? Alors, déjà, le terme de compensation, il est de plus en plus critiqué parce que dans le mot compenser, on a l'impression qu'on peut compenser alors qu'on ne peut absolument pas compenser ce qui est émis. Ce qui est émis, c'est émis, il faut l'assumer. Voilà. Le but, c'est de réduire dans ce qui est faisable, d'être sur une trajectoire. Et après... Effectivement, c'est la cerise sur le gâteau. C'est comment est-ce que je contribue à des projets qui vont faire que je vais pouvoir, à moyen terme, absorber du carbone dans l'atmosphère ou alors éviter des émissions futures. Mais il faut vraiment dissocier intellectuellement en fait, les deux sujets. Il y a la grosse brique, le gros sujet, c'est de mesurer et de réduire, mettre énormément d'énergie là-dessus. Et après de réfléchir à cette contribution qu'il ne faut pas non plus jeter à la poubelle parce que c'est utile quand même. On a besoin d'argent pour améliorer notre situation globale.
Maintenant, il est clair, vu qu'on rentre dans une trajectoire et que l'ambition, et de toute façon, ce ne serait pas possible d'être à zéro, on va arriver au bout d'un moment à un mur. Je fais un événement international, je vais pouvoir travailler sur de l'amélioration des transports au niveau local, sur peut-être conseiller à mes participants des trajets qui vont être moins carbonés. Au bout d'un moment, quelqu'un qui vient d'un autre continent, il va prendre l'avion. Donc, on peut considérer, à ce jour, il n'y a pas d'autre solution, qu'on est dans l'irréductible. Et là, pour le coup, c'est très utile d'investir dans différents projets. Et là-dessus, nous, on accompagne aussi nos clients pour les aider à trouver des projets reconnus. Il y a des systèmes d'accréditation et puis des projets qui ont du sens pour eux, parce qu'il y a aussi différentes typologies de projets. Donc, on peut aussi raconter des histoires. Ça permet d'embarquer ses publics aussi, de dire qu'on contribue à des projets en local ou à travers le monde. Oui, la partie communication, en fait, et intégration des parties prenantes, elle est hyper importante, que ça soit à chacune de ces étapes. Tu nous parlais tout à l'heure du Festival de Cannes. Donc, vous les accompagnez depuis plusieurs années. Du coup, ils en sont où, un événement comme le Festival de Cannes, sur cette question de la responsabilité? Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qui a été fait? Et qu'est-ce qui reste à faire? Alors, il y a 2 grands volets sur lesquels ils avancent énormément. On va plutôt parler de la partie environnementale et puis peut-être pour rester sur le sujet. Donc un volet autour de l'économie circulaire, avec vraiment comprendre en fait toute la chaîne de valeur, impliquer tous les acteurs et mettre en place des solutions très concrètes. Oui. Sachant que quand on travaille sur l'économie circulaire, les déchets, ça a aussi un impact positif sur tout l'aspect carbone. Quand il y a moins de fret, on réutilise, etc. Enfin voilà, tout ça travaille à des implications croisées. Donc très rapidement, le Festival de Cannes, 22 000 bouteilles en plastique qui ont disparu, un travail sur la moquette, moins d'un quart de la moquette, le tapis rouge, moins 50%. Donc pas mal de choses assez concrètes, visibles, mais derrière tout ça, c'est un travail incroyable avec le Palais des Festivals, avec Veolia derrière, avec différents prestataires qui récupèrent aussi des choses. Il y a un travail sur les biodéchets cette année. Donc plein d'actions qui mises bout à bout en fait ont un vrai impact. Sur le sujet du carbone, là on est clairement dans une situation où c'est pas comme ça, parce que le Festival de Cannes international, donc c'est international, c'est sa raison d'être. Donc l'idée, ça va pas devenir demain le festival, un festival franco-français ou européen, en train local. Ce que je trouve intéressant du point de vue de la méthode, c'est que jusqu'ici on était principalement sur de l'évaluation budgétaire. Et typiquement, aujourd'hui, on passe cette année sur de l'évaluation de plus en plus physique et matière. D'accord. Donc, il y a du coup un pilotage qui devient de plus en plus fin. Et puis des actions qui vont être, par exemple, on parlait de local, de proposer des passes pour que déjà en local, les gens utilisent les transports en commun de manière gratuite. Il y a eu un renouvellement de la flotte, qui était la flotte qui transporte toutes les personnalités, qui avant était 100% thermique, qui là, jusqu'ici, on va voir cette année, passer 60% hybride ou électrique. D'accord. Et puis tout ce travail autour, on va dire, de la réutilisation qui fait qu'on limite aussi beaucoup le fret lié à l'événement. Voilà, donc des actions vraiment multiples, concrètes et puis aussi larges, sachant que depuis quelques années, donc le festival est devenu payant et donc les gens qui viennent au festival payent une contribution à l'impact carbone qui est reversée à 100% dans des projets de contribution. Et ces projets, ils sont fléchés grâce à un jury scientifique qui évalue plusieurs projets et puis dirige correctement les fonds. Bon, c'est bien, il se passe plein de choses sur ce type d'événement. Ce qui est assez étonnant, c'est qu'on a quand même tendance à avoir plus des événements grand public dont on entend parler sur cette question de la responsabilité, donc beaucoup de festivals, des événements sportifs, un peu moins sur des événements corporate. Alors, est-ce que d'après toi, c'est plus un sujet de communication, où les événements communiquent moins sur leur engagement, ou il y a d'autres contraintes qui fait que c'est un petit peu moins avancé, cette question de responsabilité dans l'événement corporate? Alors, je pense que déjà, il y a un biais de communication. C'est-à-dire que les événements grand public, ils ont peut-être plus naturellement vocation à parler de ce qu'ils font. Assez tôt, ils ont été poussés du fait de l'écho
conditionnalité des subventions, parce que souvent, c'est des événements qui demandent des subventions. Et puis, les collectivités ont plutôt envie d'accueillir des événements responsables, propres, que ce soit au niveau d'ailleurs des déchets et du carbone. Après, je pense qu'il y a quand même un biais parce qu'aujourd'hui, dans les événements corporate, ça devient quasi systématique de se poser la question. Alors, c'est en train d'être mis en place. Pourquoi est-ce que ça ne va pas plus vite? On s'en remet toujours au même sujet. Le premier sujet, c'est la connaissance. Oui. Donc, comment je fais pour avancer? J'ai envie, mais voilà. Il y a un vrai sujet, je pense, de peur. Je ne sais pas si c'est ce mot qu'il faut utiliser, mais de peur d'impuissance. En fait, on se dit, de toute façon, le transport, je peux rien y faire. L'événement, par essence, va générer du carbone. Mais là, finalement, la connaissance permet de se rendre compte que c'est pas forcément bien fondé, parce qu'on peut faire des choses, et tant qu'on se met dans une logique d'amélioration et de trajectoire, y a 1000 choses à faire. Donc, ce sujet, il est assez vite déconstruit. Ouais. Et puis, le troisième point, c'est le sujet que jusqu'ici, il n'y avait pas d'outils. Donc, on avait beau se dire, je fais des actions, mais concrètement, ça sert à quelque chose sur mon impact. Ce n'est pas vraiment opposable. Voilà. Donc, avec les formations, on va dire la connaissance moyenne qui augmente. Oui. Et les solutions. Et les solutions qui se mettent en place, dont notamment Climate, ça fait qu'aujourd'hui, il n'y a plus de barrières. Et ça avance. Oui, ça y est, on passe à l'action. Et après, c'est vrai qu'il n'y a pas de petit impact. C'est-à-dire que même si, avec chacun des événements, on ne va pas sauver la planète, mais déjà de s'engager et surtout changer sa manière de concevoir les événements, de repenser sa manière de faire, parce qu'on était tous forcément dans des habitudes, des réflexes de je mets de la moquette partout, je fais des badges pour tout le monde, j'imprime dans tous les sens. Quand on se pose la question, et on aura prochainement un épisode sur de la scénographie événementielle, là c'est pareil, c'est des questions qui font se poser sur comment je déconstruis mes habitudes et que je crée mon événement un peu différemment en fonction de ça. Exactement. Et en plus, il faut bien qu'on garde en tête la puissance de notre filière là-dessus, parce qu'il y a les impacts qu'on rend meilleur sur certains aspects ou qu'on diminue typiquement sur les émissions carbone directement avec nos actions, mais il y a aussi tout ce qu'on raconte et comment on embarque nos publics, et c'est ça finalement la vraie grande à la fois puissance et responsabilité de l'événement. Et c'est pour ça aujourd'hui qu'il y a beaucoup de grandes marques d'annonceurs qui viennent nous voir parce qu'ils ont compris qu'il y avait un risque et une opportunité. Le risque, finalement, c'est de ne pas être cohérent par rapport à leur discours métier, et que sur les événements, là, quand ils rassemblent leur public, ils voient les publics, finalement, cette cohérence. Et aujourd'hui, les gens, ils jugent s'il y a un manque de cohérence. Donc ça, c'est un vrai risque tangible, mais en même temps, une vraie opportunité. C'est-à-dire que tout le monde aujourd'hui cherche aussi à embarquer les publics et à lancer un mouvement de société. Et à travers nos événements, la manière dont on se réunit, on peut aussi contribuer à ça. Donc notre petite action, si elle est visible, finalement son impact, il est fois l'infini, parce que par effet boule de neige et de ricochet, il va toucher des gens à qui ça va peut-être donner des idées, etc., etc. Est-ce que tu penses que c'est ça l'évolution qui va arriver dans quelques années sur la filière? C'est justement ce côté communication et intégration du public, des participants dans la manière dont on fait ces événements? C'est en cours. C'est complètement en cours. La vraie différence, là, c'est que jusqu'ici, quand on était contacté par des annonceurs, c'était plutôt des gens qui étaient précurseurs ou qui sentaient que ça allait venir. Aujourd'hui, on nous dit l'événement responsable, c'est rentrer dans les sujets stratégiques pour la boîte, pour la RSE. C'est-à-dire que certes, il y a les sujets métiers, il faut avancer sur le fond, etc. Mais on se doit absolument d'être tout le temps cohérent dans la manière dont on réunit nos publics, parce que sinon, ça va brouiller tout notre message. Et donc, ce sujet de l'action, de la mesure, de la démonstration, il est déjà là. D'accord. Et comment, justement, tu vois évoluer? Pour toi, ça serait quoi l'idéal sur notre filière d'ici 5 ans? Alors l'idéal, j'espère qu'il va bouger. J'espère que j'ai pas encore toutes les idées. Mais l'idéal, pour moi, c'est pas dans 5 ans, quoi. C'est dans 5 mois. Oui, d'accord. Parce qu'aujourd'hui, les gens ont le niveau de conscience. Les solutions sont là. Les prestataires ont bougé. Il y en a plein tous les jours. Là-dessus, mais les gens qui veulent avancer, mais on peut les mettre en contact avec toutes les solutions possibles et imaginables sur chacun de ces sujets.
Il y a les référentiels ISO, les labels pour démontrer. Donc, il n'y a aucune raison d'attendre 5 ans pour être dans une position vraiment de filière dans l'excellence. Et donc, voilà, mon vœu, c'est que on se revoit dans, je sais pas, 5 mois, mais à la fin de l'année, et on peut dire de manière tangible que la majorité des organisateurs professionnels se sont parés de ces sujets. En tout cas, il y a tous les ingrédients. Il y a tout ce qu'il faut pour faire. Donc maintenant, faut y aller vraiment. Et je pense que la période Covid, même si elle a été compliquée pour notre filière, elle a permis quand même, parfois, pour les entreprises de faire une pause et d'avoir le temps de la réflexion sur ces sujets-là et justement aujourd'hui de remettre tout ça en œuvre et de changer vraiment profondément sa manière de faire des événements. Donc c'est plutôt pas mal. Il y a eu plusieurs choses. Déjà, il y a plein de gens qui ont effectivement eu plus de temps pour réfléchir. Il y a eu en même temps pas mal d'événements climatiques qui font qu'il faut avancer. Et puis, je pense que pour notre filière, on s'est peut-être rendu compte qu'on était essentiel jusqu'à ce qu'on ne le soit plus. Oui. Et qu'il fallait aussi qu'on démontre qu'on fait partie de la société et des réponses. Voilà. Et qu'on ne peut absolument pas demain continuer, prétendre à être essentiel, ce que je crois absolument profondément pour les sujets de société. La rencontre, moi, c'est quand même un petit peu ce qui fait le sel de la vie. Donc certes, très bien, on peut le dire, mais ça ne suffit plus. Et il faut qu'on montre qu'à côté de ça, on prend complètement en charge ses responsabilités, pas de manière naïve, mais de manière opérationnelle. Filière exemplaire. C'est ça. C'est ce qu'il faut faire. Alors, je sais que toi, tu es aussi exemplaire à titre personnel. Et j'aime bien finir nos échanges sur une question plus perso. Donc, c'est quoi les initiatives que tu suis, toi, à titre personnel, et qui te paraissent porteuses d'espoir, alors au-delà de la filière événementielle, mais sur le développement et l'avenir de notre planète et de notre impact? Il y a énormément de sujets qui avancent et qui sont enthousiasmants. Quand même, un petit mot sur une initiative de la filière. Ouais. Mais au niveau international, que moi j'aime beaucoup, qui est le Net Zero Carbon Event. D'accord. Je ne sais pas si tu connais non. Cette initiative. Donc nous, on en fait partie, Green Événements, à titre de contributeur, mais elle a pour ambition de réunir l'ensemble de la filière événementielle mondiale. Donc c'est pas mal de gens sur cette ambition. Donc à l'international, on a un petit peu moins peur des mots et on dit zéro net carbone. Mais en tout cas, qui est la prise en compte de notre impact sur la société. Voilà. Et après, d'un point de vue plus personnel, moi, ce qui aujourd'hui me donne beaucoup d'espoir, c'est de voir les jeunes. Et c'est qui les jeunes? C'est les amis de mes ados. Moi, j'ai 3 ados aujourd'hui. Ouais. Et il n'y a pas une discussion, en fait. Mais vraiment, il n'y a pas une discussion, hein, même sur des sujets à des rigolades, qui ne touchent pas à ces sujets d'impact. Ils ne sont pas du tout irréprochables. Donc, il faut aussi sortir de la naïveté. Les jeunes arrivent dans les sociétés, ils sont parfaits, etc. Ils font tout bien. Mais par contre, ils ont dans leur tête, ils n'ont pas 20 ans d'avance sur nous, ils ont tout d'avance parce qu'aujourd'hui, nos générations, on n'est pas tous à être sensibilisés. Oui, c'est plus ancré. C'est-à-dire que c'est naturel, alors que nous, il y a une réflexion à mener parce que quand on a commencé à travailler, ce n'était pas forcément le genre de questions qu'on se posait. Et eux sont plus élevés à ce genre de propos, donc vont être aussi plus regardants vis-à-vis des événements où ils vont, des entreprises dans lesquelles ils travaillent. C'est plus ancré pour eux dans leurs objectifs aussi personnels, quoi. Exactement. Bon, merci beaucoup, Béatrice, pour tous ces conseils. À tous ceux qui nous ont écoutés, j'espère que vous avez plein d'informations sur comment gérer aujourd'hui vos événements pour les rendre plus responsables. Alors, n'oubliez pas, la règle, c'est évaluer, réduire et potentiellement compenser ce qu'on n'a pas réussi à réduire. C'est ça. Vous avez besoin d'outils et d'informations que vous allez retrouver dans la description de l'épisode. Plein de ressources, donc bien évidemment des ressources chez Green Événements. Nous aussi, Comity, c'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur, donc on fait plein de choses. On a notre moteur de recherche, on a un guide de l'événement éco-responsable. On parle aussi de formations qu'on fait en partenariat avec Green Événements. Donc n'hésitez pas, informez-vous et ensuite, c'est le moment, passez à l'action. Vraiment. Donc voilà, j'espère que cet épisode vous a plu et puis je vous donne rendez-vous très prochainement pour un nouvel épisode de Live Stories. Merci à vous.